Bienvenue dans Spielbergologie, l'émission consacrée à Steven Spielberg. Aujourd'hui, ce sont les prémices d'une grande saga cinématographique qui va nous intéresser. La seule saga cinématographique entièrement réalisée par Steven Spielberg. En effet, si on regarde les films qui ont donné des sagas cinématographiques, Spielberg n'a réalisé que le premier film des Dents de la Mer et les deux premiers Jurassic Park. Mais notre film du jour est le premier film d'une saga entièrement réalisée par Steven Spielberg, sorti en 1981 et faisant partie des Golden Eleven. Aujourd'hui, nous allons parler du premier Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Avant de commencer à aborder le film, il faut savoir qu'un autre gros nom se tient derrière le projet, un homme qui a engendré l'une des plus grandes sagas cinématographiques de l'histoire, George Lucas. En effet, si Lawrence Kasdan, qui a travaillé sur les Star Wars, est bien le scénariste du film, l'histoire de base venait d'une idée de George Lucas. Lucas et Spielberg sont tous les deux extrêmement proches, il faut dire qu'ils font partie de ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood. Le Nouvel Hollywood est un mouvement de réalisateurs qui ont réclamé plus de liberté artistique et la possibilité de parler de sujets tabous. C'est parce qu'il y a eu le Nouvel Hollywood, inspiré par la nouvelle vague française, que le cinéma américain s'est beaucoup modernisé, autant sur le fond que sur la forme, notamment en abordant des thématiques jusqu'alors tabous. Parmi les réalisateurs du Nouvel Hollywood, nous retrouvons de très grands noms comme Francis Ford Coppola, Stanley Kubrick, Woody Allen, William Friedkin, Martin Scorsese, Brian De Palma, Terrence Malick et j'en passe. Et on y retrouve également les deux réalisateurs qui nous intéressent aujourd'hui, George Lucas et Steven Spielberg. Tout commence en 1977, année où les deux hommes marqueront l'histoire du cinéma et plus particulièrement de la science-fiction, avec Rencontre du troisième type pour l'un et le premier film de la trilogie originale Star Wars pour l'autre. À ce moment-là, Spielberg s'était fait recaler pour réaliser un épisode de la saga James Bond, mais Lucas viendra à lui pour lui exposer une idée de film d'aventure. Rapidement, le projet plaît aux deux hommes qui décident de contacter Kasdan pour le scénario, et c'est ainsi que naîtra le projet Les Aventuriers de l'Arche perdue. Pour ce film, il faut savoir qu'il y a eu une forte inspiration d'un autre film, L'Homme de Rio de Philippe de Broca, qui parlait lui aussi d'une fiancée à sauver et d'une course au trésor. Pour interpréter le rôle d'Indiana Jones, il faut savoir qu'Harrison Ford n'était pas le premier choix. En effet, deux autres acteurs bien plus iconiques à l'époque avaient été approchés pour le rôle. Nick Nolte, qui a refusé parce qu'il n'aimait pas le chapeau, et Tom Selleck, qui ne pouvait pas à cause de ses obligations sur la série Magnum. Jeff Bridges fut aussi approché, mais finalement c'est Harrison Ford qui sera engagé, convaincant Spielberg par sa performance dans l'Empire contre-attaque. Le coup de la série télévisée n'a pas été fait que pour le rôle d'Indiana Jones, puisque pour le rôle de Salah, ce fut Danny DeVito qui fut d'abord pressenti. Seulement, à cause de son engagement pour une série télévisée, il fut remplacé par John Rhys Davies. Pour le rôle de Marion, les actrices Amy Irving et Debra Winger furent d'abord pressenties, mais ce fut finalement Karen Allen, remarquée notamment dans American College, qui fut choisie. Le moins qu'on puisse dire au sujet du tournage, c'est qu'il a permis à l'équipe de voir du pays. En effet, 3 lieux de tournage furent nécessaires pour réaliser toutes les scènes. Pour les scènes dans les cavernes souterraines avec les sous-marins, l'équipe de tournage s'est déplacée en France, plus précisément à La Rochelle. Ensuite, pour les scènes se déroulant en Égypte, l'équipe est allée tourner en Tunisie, et les scènes restantes ont été tournées dans les studios Amy Elstree. Mais tous ces efforts ont été payants, non seulement le film fut un succès phénoménal, ayant coûté 18 millions de dollars et ayant rapporté plus de 384 millions de dollars, dont plus de 242 aux États-Unis, il s'est vu également offrir plusieurs récompenses prestigieuses, notamment 4 Oscars. L'Oscar de la meilleure direction artistique, le meilleur effet visuel, le meilleur montage et le meilleur son. Il a également été nominé pour l'Oscar du meilleur réalisateur et il a eu également un César pour le meilleur film étranger. Et oui, comme on va le voir, c'était largement mérité. Alors, de quoi parle le film ? Indiana Jones est un aventurier archéologue qui... Comment ça, c'est un pilleur des tombes ? Bon, on va régler ça tout de suite. Non, ne confondez pas archéologie et pillage. Le pillage, comme toujours, a consisté à s'emparer sans précaution du contenu du tumulus. Voilà, donc un aventurier archéologue qui va se lancer à la recherche de l'Arche d'Alliance. Pour cela, il veut raconter sur l'aide de Marion contre les nazis et un archéologue français rival, René Belloc, interprété par Paul Freeman. Et oui, l'antagoniste principal du film est français. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai écrit ce script. Soyons clairs, le scénario n'est pas le meilleur point du film. Il est simple, allant même jusqu'au cliché de combattre les nazis.
mais il ne contient pas de grosses incohérences, à part une. Je te croyais morte. Ils ont dû se tromper de panier. Voilà, donc ça, je le mets dans mon répertoire. On y reviendra quand on parlera d'un certain film. De toute manière, le but du film n'est pas de faire un scénario profond, mais de nous entraîner à l'aventure. Et c'est pour cela qu'il utilise des éléments religieux, l'arche d'alliance, des méchants bien identifiables, ici les nazis, et une femme qui sera sa partenaire de voyage et sa love interest. Pas besoin de plus pour aller à l'aventure. C'est la thématique principale du film, et c'est aussi son aspect le plus réussi, l'aventure. Tout le film nous transporte à travers une chasse au trésor épique, et le premier élément qui porte cette thématique, c'est l'esthétique du film. En effet, avec ce film, on voyage, et on suit les événements à travers plusieurs décors variés. Le désert, bien sûr, mais on a aussi la jungle, des cavernes plus ou moins technologiques, un passage plus calme et civilisé, et même un passage dans un décor enneigé. Je ne saurais dire si Indiana Jones a créé le concept de voyager dans des décors différents pour donner cette impression de voyage à travers le monde. Mais en tout cas, il est très certainement l'un des films qui a sublimé le concept. Et le second élément qui appuie excellemment bien le côté aventurier, c'est la musique. La musique du film est brillante, presque parfaite. Même si le thème de Marion me fait énormément penser à celui qu'on entend dans la scène de baiser de l'Empire contre-attaque. Non mais sérieusement, tendez l'oreille et dites-moi si ça vous paraît pas vachement similaire quand même. Mais le film a notamment une bonne déclinaison de deux thèmes principaux. Nous avons d'abord le thème du mystère, le thème de l'inconnu, fait pour qu'on soit dans une ambiance presque de thriller et d'enquête. Et ensuite, nous avons bien évidemment le thème principal qui peut être décliné selon si Indiana Jones gagne ou perd. Et c'est un thème prenant, entraînant, qui participe à nous mettre vraiment dans une ambiance de tension quand Indiana Jones est en action et qui nous fait presque crier de victoire quand il gagne. Mais si ça participe à cela, il y a une chose essentielle à prendre en compte pour que cette réaction ait lieu, notre attachement au personnage. Et oui, les personnages sont vraiment réussis. Ils sont à la fois des personnages iconiques, mais aussi des personnages humains, les rares personnages allant à fond dans leur registre étant des seconds rôles. Indiana Jones est un personnage puissant et intelligent, mais qui a ses propres peurs, notamment les serpents. Il y a un énorme serpent dans l'avion, Chuck! Ah, c'est Reggie, mon serpent fétiche, il est apprivoisé! Je déteste ça, Chuck! Je déteste les serpents! Alors voyons, Indy, c'est pas la mer à boire, ce serpent! Ce qui le rend suffisamment humain et vulnérable pour qu'on puisse s'identifier à lui. Et le charisme d'Harrison Ford aide beaucoup à l'iconisation du personnage, tellement il arrive à le sublimer. Le personnage de Belloq, interprété par Paul Freeman, est une véritable ordure, mais parvient dans ce premier volet à vraiment composer un personnage de rival crédible. Non seulement parce qu'ils sont tous les deux charismatiques, mais non seulement parce qu'ils sont tous les deux archéologues, l'un pour le savoir, l'autre pour l'argent, mais aussi parce qu'ils sont tous les deux attirés par Marion. L'attirance de Belloq pour Marion lui donne des scènes bien plus humaines d'ailleurs. Et puisqu'on en a parlé, Marion est un personnage de femme forte, mais n'est pas une Mary Sue pour autant. Elle aide Indy à plusieurs reprises et sait jouer de ses points forts pour tenter d'aider, mais a aussi ses moments de faiblesse et ses moments où elle a besoin d'être sauvée. L'actrice Karen Allen arrive par ailleurs à rendre ce personnage drôle et touchant par son côté à la fois de femme forte mais aussi de femme légèrement loufoque. Et je pourrais vous parler des autres personnages secondaires, chacun ayant son importance dans le film, mais ce serait trop.
En revanche, une chose dont nous pouvons parler, c'est les dialogues et la manière dont ils instaurent l'histoire du film. Je m'explique. Le but du film est de nous faire suivre l'histoire d'un homme accompli, aventurier et charismatique, et ce sans passer par son passé ou par ses défauts quand il n'était pas aventurier. Du coup, il faut parvenir à mettre en place la puissance du personnage en le rendant attachant, ce qui passe non seulement par montrer ses faiblesses, mais aussi raconter le passif du personnage. Et pour cela, Spielberg a choisi la meilleure façon de parler de l'histoire du personnage, via les dialogues. Et attention, pas les dialogues entre deux personnages qui parlent du personnage principal. Non, des dialogues entre Indiana Jones et les autres personnages, ses connaissances, ses amis, ses ennemis, ses amours, bref, des dialogues qui vont créer l'interaction entre les personnages et qui va permettre de construire le passif d'Indiana Jones, le rendant de plus en plus attachant, ce qui est aidé par le charisme d'Harrison Ford. Et le fait de s'attacher au personnage permet, comme je le disais, d'être encore plus investi dans les scènes d'action. Et là, autant le dire, elles sont jubilatoires. Même les effets spéciaux, qui ont assez mal vieilli quand il s'agit du numérique, elles tiennent encore la route sur des scènes aux effets spéciaux physiques. Mais c'est véritablement par le montage que le film va sublimer ces scènes d'action. Si vous suivez mes critiques, vous savez qu'il m'arrive très souvent de critiquer des scènes d'action que je trouve illisibles, à cause d'une caméra tremblante ou de surcoupage. Et c'est parce que des films comme Les Aventuriers de l'Arche perdue ont prouvé depuis longtemps qu'on pouvait faire des scènes d'action dynamiques, des scènes d'action créatives, remplies de tension tout en gardant une image lisible et un montage clair et précis sur ce qui est en train de se passer. Le reste du film peut vous sembler vieillot, mais je peux vous assurer que les scènes d'action mettent encore la pâtée à des films bien plus récents. C'est d'ailleurs ce qu'on peut dire de l'ensemble du film. Malgré le temps, le film ne vieillit pas trop mal et est encore aujourd'hui, il reste bien plus convaincant et spectaculaire que certains blockbusters d'aujourd'hui. C'est une véritable claque à aller voir. Lors de la séquence où Indiana Jones est confronté à des serpents, on peut remarquer que certains des reptiles paraissent bien inertes. En effet, bien que les producteurs du film aient dévalisé les animaleries aux alentours des studios, il manquait plusieurs dizaines de serpents. Spielberg a donc décidé de les remplacer par des coupures de tuyaux d'arrosage. Dans le script original était prévue une longue scène d'action entre Indiana Jones et un guerrier muni d'un sabre. Mais lors du tournage de cette scène, Harrison Ford était souffrant et avait demandé au réalisateur Steven Spielberg de raccourcir la séquence. Ce à quoi il répondit sur le ton de la blague que le seul moyen de la raccourcir était de prendre son arme et de lui tirer dessus. Ce qui fait rire beaucoup l'équipe technique. Et c'est ainsi que cette scène a été tournée. Le camion, qui est détourné par Harrison Ford dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, est un modèle Mercedes. Mais dans cette même scène de poursuite, on peut voir une Mercedes type 320 noire de 1936 originelle, qui était utilisée à l'époque par les policiers de la Wehrmacht, et qui a été entièrement restaurée pour les besoins du film. C'est un collectionneur particulier qui a accepté de prêter ce modèle à la production. Les blessures furent monnaie courante durant le tournage des Aventuriers de l'Arche perdue. En effet, toute l'équipe est tombée malade durant les prises de vue en Tunisie, sauf Spielberg. Et Harrison Ford a multiplié les égratignures, dont une blessure plus sérieuse aux côtes, lorsqu'il a voulu assurer lui-même la cascade où Indiana Jones s'est tiré par un camion. Dans le film de Steven Spielberg, Les Aventuriers de l'Arche perdue, on trouve de multiples références à la guerre des étoiles. Certains hiéroglyphes dans le puits des âmes à l'effigie de R2D2 et C3PO, les deux droïdes, tandis que l'immatriculation de l'avion de Jock au début du film est OB-CPO. Référence directe à Obi-Wan Kenobi et C3PO. Mais il y en a d'autres. Lors du tournage de la scène où, poursuivi par les Indiens, Indy saute à l'eau et s'accroche à un hydravion qui décolle, le pire a failli arriver. Le poids combiné d'Harrison Ford et de la caméra fixée sur l'aile droite déséquilibra l'avion qui s'écrasa derrière la cime des arbres. L'acteur et le pilote sortirent miraculeusement indemnes de ce crash et tournèrent à nouveau la scène en ayant pris soin de contrebalancer l'excédent de poids. La scène où le cargo Bantu Wind quitte le Caire réserva une mauvaise surprise à l'assistant réalisateur français qui devait filmer la manœuvre dans le port de La Rochelle. Le capitaine irlandais du bateau était complètement ivre. L'assistant voulut alors se rabattre sur l'équipage pakistanais, mais lui aussi était en train de cuver. Il fallut alors secouer les moins imbibés pour réussir enfin à faire bouger le bâtiment. Grâce à ce film, Steven s'est rapidement remis, que ce soit financièrement ou en termes de réputation, du désastre qu'a suscité 1941. Et c'est le prochain film qui le propulsera à nouveau dans les réalisateurs à suivre. Dans le prochain Spielbergologie, nous parlerons d'un autre film des Golden Eleven, E.T.